Je tiens à souligner que je n'ai pas été traité comme quelqu'un de spécial au sein de ma famille. Il ne s'agit pas d'une illusion motivée par des émotions. Il ne s'agit pas non plus d'un simple malentendu. Il s'agit d'un fait bien réel auquel j'ai dû inévitablement faire face au cours de mon processus de croissance. Mes parents n'ont pas cherché à cacher leur préférence pour ma sœur cadette afin d'expliquer la situation. Peu après ma naissance, ma mère est tombée inopinément enceinte de ma sœur. Mes parents étaient sincèrement heureux de voir leur famille s'agrandir. Mais leur joie n'a pas duré longtemps. Lorsque le médecin a diagnostiqué que le bébé pouvait avoir de graves problèmes de santé, l'anxiété et l'inquiétude les ont envahis. Il ne s'agissait pas d'un problème mineur. Et elle était suffisamment grave pour les obliger à prendre une décision difficile quant à la poursuite de la grossesse. Ce fut une période très difficile pour mes parents lorsqu'ils ont envisagé l'avortement. Mais ils ont choisi de donner naissance, préparés aux difficultés potentielles. À la naissance de ma sœur Anna, les inquiétudes de mes parents se sont concrétisées. Anna est née avec une grave malformation cardiaque et avait besoin d'un traitement immédiat. Ce fait a été un grand choc pour mes parents. Anna a dû subir plusieurs interventions chirurgicales pour survivre et nous avons passé de nombreux jours à l'hôpital. La vie de toute la famille a commencé à tourner autour de la santé d'Anna, et ce changement a considérablement affecté la façon dont j'ai été traitée. En plus d'un amour profond pour Anna, mes parents étaient tourmentés par la peur et la culpabilité liées à son état. Je comprends que mes parents étaient confrontés à de nombreuses difficultés, mais je me suis sentie négligée à bien des égards pendant l'hospitalisation d'Anna. Comme mes parents se consacraient entièrement au traitement d'Anna, j'ai dû vivre avec mes grands-parents. Pendant cette période, mes parents ne m'ont pratiquement pas rendu visite. J'ai accepté la situation et je ne leur en ai pas voulu. Même enfant, je comprenais que la santé d'Anna était la priorité et que mes parents faisaient de leur mieux. En revanche, le temps passé avec mes grands-parents était très agréable. Ma grand-mère était toujours gentille et veillait à préparer le petit déjeuner tous les matins. Nous faisions des biscuits ensemble et passions beaucoup de temps à jardiner chaque jour. Mon grand-père m'emmenait aussi au parc et me lisait des livres, me comblant d'amour. Mes grands-parents ont comblé le vide émotionnel que je ressentais en raison de l'absence de mes parents, et ils étaient comme des parents pour moi. Finalement, l'état de Anna s'est stabilisé et elle a été autorisée à rentrer à la maison. J'ai pensé que je pourrais également rentrer chez moi à ce moment-là. Il était naturel de penser que mes parents voudraient une réunion avec toute la famille. Mais la réalité était différente. Ma mère, épuisée physiquement et mentalement par les soins apportés à Anna et le stress lié à l'éducation d'un enfant malade, a décidé qu'elle n'était pas assez confiante pour s'occuper de 2 enfants en même temps. Elle a donc demandé à mes grands-parents de me garder avec eux un peu plus longtemps. Pendant ce temps, mon père, submergé par le travail et le fardeau financier des dépenses médicales d'Anna, n'avait guère la capacité de subvenir aux besoins de la famille à la maison. Mes grands-parents, qui étaient heureux de passer du temps avec moi, m'ont accueilli chaleureusement sans aucune objection. Lorsque j'ai appris que je ne pourrais pas rentrer chez moi, je me suis sentie un peu seule, mais mon cœur n'était pas complètement brisé. Le fait de pouvoir passer du temps là où je me sentais encore aimée m'a soutenue. Cependant, je pense que j'ai vraiment commencé à souffrir lorsque le temps a passé et que mes parents n'ont donné aucun signe de leur intention de me ramener à la maison. Ce qui était censé être une situation temporaire s'est prolongé indéfiniment, et les occasions de voir mes parents se sont réduites à environ une fois toutes les 2 semaines. Même cela n'était pas garanti, car mon père était souvent trop occupé par son travail. À d'autres moments, mes parents ne faisaient pas l'effort de me rendre visite. Peu à peu, mes grands-parents sont devenus mes principaux dispensateurs de soins, et mes parents ont commencé à se sentir comme des invités dans ma vie. Lorsque j'ai commencé à aller à l'école, mes grands-parents se sont occupés de tout pour moi. Ils me déposaient à l'école tous les matins et venaient me chercher l'après-midi. Tout au long de la journée, du réveil au coucher, ils étaient toujours là pour moi. Ils me fournissaient tout ce dont j'avais besoin pour l'école, m'aidaient à faire mes devoirs et se souciaient de ma santé. En revanche, mes parents n'ont pas communiqué avec moi. Ils ne semblaient pas se préoccuper de savoir si j'étais capable d'aller à l'école ou si je prenais du retard à cause de la maladie. Ce sont mes grands-parents qui s'occupaient de moi au quotidien et mes parents leur avaient complètement délégué ce rôle.
Les rares fois où mes parents me rendaient visite, la conversation portait toujours sur Anna. Ils répétaient à mes grands-parents combien Anna se battait, combien elle avait réussi à surmonter les interventions chirurgicales et combien elle avait grandi. En revanche, ils n'ont jamais posé de questions sur moi. Ils ne se sont pas intéressés à ce que je faisais ou à ce que je ressentais. En conséquence, je me suis peu à peu senti délaissée. Je n'ai aucun souvenir d'avoir passé du temps avec mes parents, tous les trois, ensemble. Ils n'ont jamais essayé d'avoir une conversation avec moi seule ou de réparer notre relation. Leur attention était toujours concentrée sur Anna. Un incident survenu lors de la fête d'anniversaire d'Anna est particulièrement inoubliable. Anna avait alors retrouvé la santé et mes parents avaient organisé une grande fête pour elle. C'était un événement très animé auquel étaient conviés des amis, des parents, des voisins et même mes grands-parents. J'ai assisté à la fête, mais en voyant tout ce qui avait été fait pour Anna, je me suis sentie en conflit. En regardant mes parents la couvrir d'amour inconditionnel et en voyant Anna véritablement heureuse, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une intense jalousie. Même si je comprenais que c'était le jour spécial d'Anna, je me sentais isolée de l'événement. Je n'étais encore qu'une jeune enfant, mais tout ce que je désirais était dirigé vers ma sœur. Dès que j'ai vu mes parents près d'elle, j'ai été submergée d'émotions. En un rien de temps, je me suis mise à pleurer bruyamment, oubliant les gens autour de moi. Je me souviens m'être sentie mortifiée d'avoir exposé mes sentiments devant d'autres personnes. Mes grands-parents m'ont rapidement emmenée dans une autre pièce et ont fait de leur mieux pour me calmer, mais les émotions tourbillonnantes de tristesse et de jalousie n'ont pas disparu facilement. Certains invités ont eu la gentillesse de me parler gentiment, s'inquiétant de mon état, mais cela n'a pas dissipé les nuages qui planaient sur mon cœur. Ce que je voulais vraiment, ce n'était pas des fêtes ou des rassemblements, mais de l'amour et de l'attention dirigée vers moi. À cette époque, j'étais en manque d'affection, et je ne pouvais pas supporter de voir mes parents accorder autant d'attention à ma sœur. Après la fête d'anniversaire d'Anna, une violente dispute a éclaté entre mes parents et mes grands-parents. Apparemment, mes parents étaient très gênés par ma crise émotionnelle lors de la fête. Ils trouvaient que mes pleurs devant tout le monde étaient puérils et étaient furieux qu'ils aient attiré l'attention. De plus, mon comportement avait incité les gens autour de nous à se poser des questions, ce qui posait problème à mes parents. Des questions telles que « Pourquoi ne vit-elle pas avec ses parents ? Et pourquoi ses grands-parents s'occupent-ils d'elle ?» Mes parents ont dû faire face au regard froid de leur entourage. Ils pensaient que mes pleurs étaient la cause de cette situation et ils étaient frustrés de devoir s'expliquer. Après cette intense dispute, j'ai finalement quitté la maison de mes grands-parents et je suis retournée vivre avec mes parents. Bien que ce soit quelque chose que j'espérais depuis longtemps, je n'ai ressenti aucune joie à ce moment-là. Au contraire, je n'ai ressenti que de l'anxiété. Les premiers jours, je me suis sentie mal à l'aise. Je n'arrivais pas à m'intégrer et j'étais constamment mal à l'aise. C'était comme si j'étais entrée dans un endroit qui n'avait rien à voir avec moi. La vie quotidienne de mes parents s'articulait autour d'Anna, et son emploi du temps dominait tout. Ma présence était à peine reconnue, et même lorsque l'attention était accordée, elle était fugace. J'avais pensé qu'une fois à la maison, il serait prévenant envers moi, comme il l'était avec Anna. Mais c'était la même chose qu'avant. Alors qu'Anna restait présente dans le cœur de mes parents, je me sentais oubliée. Avoir ma propre chambre était le seul réconfort. Lorsque j'étais à la maison, je passais le plus clair de mon temps dans ma chambre. Non pas parce que j'y étais heureuse, mais parce qu'en étant avec mes parents, j'avais l'impression de ne pas exister. Au moins, dans ma chambre, je n'avais pas à être témoin de l'amour débordant pour Anna. Je m'asseyais tranquillement, attendant sans être remarqué que le temps passe. J'y passais des heures à faire mes devoirs ou à m'allonger sur mon lit pour essayer de faire le point sur mes sentiments. Tout au long de ma scolarité, mes parents se sont peu intéressés à mes études ou à mes notes. Ils n'ont jamais posé de questions sur mes devoirs et n'ont jamais assisté à des cérémonies de remise de prix. Même lorsque je participais à des pièces de théâtre ou à des activités extrascolaires, ils ne s'en souciaient pas. C'était comme si tout ce que je faisais n'avait pas de sens pour eux. Je travaillais dur pour obtenir de bonnes notes à l'école. Mes grands-parents ont mentionné mes résultats à mes parents à plusieurs reprises. Mais ils n'ont pas réagi. Mes grands-parents ont demandé à mes parents d'au moins m'apprécier et de ne pas me rabaisser,
mais mes parents les ont ignorés et m'ont traité avec dédain. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que mes parents ne s'intéressaient pas à moi. Ce qui était encore plus douloureux, c'était la façon dont ils réagissaient à l'égard d'Anna. Les notes d'Anna n'étaient pas bonnes et elle avait du mal à vivre à l'école, s'attirant souvent des ennuis. Et il est arrivé que les enseignants les contactent au sujet de son comportement, mais mes parents ne semblaient pas s'en préoccuper. Ils n'ont jamais blâmé Anna, et même si elle n'obtenait pas de bons résultats à ses examens, ils ne l'ont jamais grondée sévèrement. Au contraire, mes parents l'ont fêtée comme s'il s'agissait d'une grande réussite, en commandant des pizzas ou en emmenant toute la famille dans son restaurant préféré pour une grande fête. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires et que j'étais sur le point d'entrer à l'université, j'ai eu la chance de recevoir une bourse d'études. Bien qu'une partie des frais ait été couverte, je ne savais toujours pas comment gérer les fonds restants. J'ai demandé à mes parents s'ils avaient préparé les fonds pour l'université. Honnêtement, je connaissais déjà la réponse, mais il fallait que je la confirme. Comme prévu, mes parents ont immédiatement dit que tout l'argent qu'ils avaient économisé devait être utilisé pour Anna. Ils ont expliqué qu'ils avaient besoin d'Anna, la plus jeune, pour s'occuper d'eux. Mon père a insisté sur le fait que moi, l'aîné, j'étais déjà en âge d'obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires et que je devais m'occuper de mes propres affaires. Et elle a dit que l'argent nécessaire pour que j'aille à l'université devrait provenir d'un prêt étudiant qui devrait être remboursé à l'avenir, et il m'a proposé de m'aider à remplir le formulaire de demande. Alors que d'autres parents éprouvent de la joie et de la fierté à aider leurs enfants à faire leurs premiers pas dans l'âge adulte, j'étais très triste de penser que mes parents ne s'intéressaient pas à moi. Mes parents m'ont essentiellement dit de me débrouiller seul. Cependant, mes grands-parents avaient anticipé la situation et avaient secrètement économisé de l'argent pour moi. Ils avaient créé un fonds fiduciaire pour moi il y a de nombreuses années. Lorsqu'ils m'en ont parlé, j'ai été surprise et soulagée de ne pas avoir à m'inquiéter des frais d'université. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse faire une telle chose pour moi. À ce moment-là, je me suis sentie soutenue pour la première fois et j'ai versé des larmes de bonheur. Mes grands-parents croyaient en mon potentiel et s'étaient préparés pour que je puisse aller à l'université sans me soucier des questions financières. Cependant, lorsque mes parents ont appris que mes grands-parents avaient créé un fonds fiduciaire pour moi, ils n'ont pas partagé ma joie ou mon soulagement et ont rapidement parlé d'Anna. Ils ont alors demandé à mes grands-parents s'ils avaient également créé un fonds fiduciaire pour Anna. Mon grand-père a calmement expliqué pourquoi il avait décidé de me soutenir spécialement. Voyant que mes parents donnaient toujours la priorité à Anna et que j'avais été négligée pendant des années, il voulait me donner l'occasion de réussir sans délai. Bien sûr, mes parents n'ont pas accepté cette explication. Ils ont soutenu que c'était injuste et se sont rapidement disputés avec mes grands-parents. Mes parents ont insisté sur le fait que les deux petits-enfants devaient être traités sur un pied d'égalité et ont accusé mes grands-parents de favoritisme. Ils ont affirmé avec force que Anna, la plus jeune, avait aussi besoin d'argent. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi mes grands-parents n'avaient soutenu que moi. C'était comme s'ils n'étaient pas conscients de leur indifférence de longue date à mon égard, comme s'ils ne se rendaient pas compte du tout de ce fait. Bien qu'Anna ait toujours été traitée de manière spéciale, mes grands-parents ont résisté à toute pression ou critique et n'ont pas écouté mes parents. Mes grands-parents m'ont expliqué qu'il ne s'agissait pas de favoritisme, mais d'une action visant à me donner les mêmes opportunités qu'Anna avait reçues de la part de mes parents. Ils ont compris que je n'avais pas reçu le même soutien ou la même attention auparavant, et ont donc pris une décision juste et aimante. Lorsque mes parents ont réalisé qu'ils ne parviendraient pas à persuader mes grands-parents, ils ont alors tourné leur hostilité vers moi. Ils ont commencé à essayer de me convaincre de mettre de côté une partie du fonds fiduciaire pour moi-même. Ils m'ont dit que je devais l'investir pour que Anna puisse aller à l'université. De plus, mes parents ont essayé de me faire sentir égoïste de garder l'argent pour moi. En réalité, il s'agissait d'une aide de mes grands-parents. J'ai fermement refusé. Je leur ai dit que ce n'était pas à moi de payer les études d'Anna, d'autant plus qu'ils l'avaient toujours soutenue financièrement. Mes parents se sont opposés avec véhémence à ma décision, mais ils ne pouvaient plus rien faire. Maintenant qu'ils n'avaient plus le contrôle, je n'avais pas l'intention de donner l'argent à Anna. C'était très triste de voir comment mes parents me traitaient,
mais j'ai compris que je devais devenir forte pour moi-même, et c'est ce qui m'a donné de la force. En raison de mon opposition à mes parents, ma relation avec eux a été presque complètement rompue après mon entrée à l'université. Mes parents ont pensé que mes actions étaient égoïstes envers ma sœur et ont cessé de communiquer avec moi. Dès eux-mêmes, je n'ai pas contacté mes parents non plus. Anna était satisfaite d'être la chouchoute de nos parents, et comme je n'étais plus à la maison, je n'avais plus besoin de rivaliser pour attirer leur attention. Tout au long de ma vie universitaire, je n'ai jamais reçu d'appel de mes parents. Cela ne m'a pas surprise, mais j'ai quand même souffert. Seuls mes grands-parents s'occupaient vraiment de moi et me soutenaient. Ils étaient mon soutien affectif, me rendant régulièrement visite pour m'encourager et se souciant de mon bien-être. Au cours de ma 2e année d'université, ma vie a changé radicalement. Mon grand-père a eu une crise cardiaque pendant son sommeil et est décédé. Cette nouvelle m'a choquée et profondément blessée. Il s'agit sans aucun doute de l'événement le plus douloureux de ma vie. J'ai passé plusieurs jours avec ma grand-mère, partageant notre profond chagrin. La mort de mon grand-père a été pour nous une perte incommensurable. Il était comme un père pour moi, le perdre m'a laissé complètement vide. Puis, de manière inattendue, j'ai dû affronter à nouveau mes parents et Anna. La mort de mon grand-père nous a tous profondément marqués. Et le fait de partager ce chagrin a semblé légèrement réparer les liens qui nous séparaient depuis longtemps. J'avais encore beaucoup de sentiments non résolus à l'égard de mes parents, mais cet événement a semblé modifier légèrement notre relation. Mais ce n'était que passager. Les barrières entre nous se sont effondrées et une lettre que mon grand-père avait laissée à ma mère lui a été remise. Il y écrivait qu'elle devait cesser de m'ignorer et veiller sur nous deux également, et pas seulement sur Anna. Mon grand-père a rappelé à ma mère l'importance des liens familiaux et a rappelé que c'était une erreur de ne chérir qu'un seul d'entre nous. Par la suite, j'ai senti que quelque chose avait changé. Pour la première fois, mes parents semblaient vraiment regretter la façon dont ils m'avaient traité. Peu à peu, ils ont commencé à faire des efforts pour réparer notre relation. Mes parents ont commencé à m'appeler plus souvent, à s'intéresser à mes études, et petit à petit, à s'intéresser à ma vie. La situation n'était pas complètement résolue. Les blessures du passé n'étaient pas faciles à guérir, et je me sentais toujours en colère lorsque j'avais besoin d'eux et qu'ils m'ignoraient. Néanmoins, je voyais que mes parents essayaient de changer, et leurs efforts me donnaient un peu d'espoir. J'ai cru que mes parents pouvaient changer. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire, mes parents se sont peut-être rendus compte de leurs erreurs. Ils ont assisté à la cérémonie, ont pris des photos avec moi avec fierté et ont montré leur sourire. Compte tenu des longues années pendant lesquelles ils n'ont pas reconnu mes réussites, j'avais du mal à croire qu'ils étaient là pour moi. Après la cérémonie, mes parents, Anna, ma grand-mère et moi-même sommes allés déjeuner et avons fait la fête. C'est un moment où j'ai ressenti un sentiment d'unité en tant que famille, même si ce n'était que pour une courte période. Pour la première fois, je me suis sentie vue par mes parents et reconnue, ne serait-ce qu'un peu, et cela a signifié beaucoup pour moi. À eu début de ma carrière, je voulais fêter mon premier salaire par quelque chose de mémorable. J'ai pensé à passer ce moment avec ma famille. Comme j'avais passé très peu de temps avec mes parents pendant mon enfance, j'ai décidé de leur faire une surprise sincère. J'ai prévu un voyage en famille à Hawaï. Ce devait être un moment privilégié, rien que pour moi et mes parents, sans aucune obligation, juste pour profiter du temps passé ensemble. Il s'agissait aussi de retrouver ce qui nous avait échappé depuis si longtemps. À eu fond de moi, je me suis rendu compte que j'avais encore profondément besoin de l'attention de mes parents. Bien que je me sois sentie ignorée pendant si longtemps, j'avais préparé un cadeau différent et merveilleux pour Anna, afin qu'elle ne se sente pas exclue. Je voulais surprendre mes parents, alors je leur ai parlé du voyage par téléphone et j'ai réservé un déjeuner dans un hôtel de luxe près de l'aéroport pour exprimer mes sentiments de célébration. Lorsque j'ai invité mes parents par téléphone, ils ont semblé très enthousiastes à l'idée d'aller au restaurant et ont promis d'arriver à l'heure. Cependant, lorsque je suis arrivée au restaurant, mes parents n'étaient nulle part. À eu début, j'ai pensé qu'ils avaient été pris dans un embouteillage ou qu'ils étaient juste un peu en retard, mais après 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes se sont écoulées. Mon inquiétude grandit. J'ai appelé plusieurs fois,
mais ce n'est qu'à la 5e tentative que mon père a répondu, disant calmement qu'il terminait une dernière course et qu'ils arriveraient bientôt. Mal à l'aise, j'ai continué à attendre à table, croyant qu'ils allaient arriver. Le serveur est venu plusieurs fois demander quand ils arriveraient. Peu à peu, je me suis sentie de plus en plus gênée. Je ne voulais pas passer pour quelqu'un qui était resté seul dans un restaurant chic. J'avais faim. J'ai finalement décidé de commander de la nourriture pour moi-même. Même après avoir terminé mon repas, je suis restée assise à regarder le siège vide en face de moi. Seul. J'ai appelé mes parents à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas répondu. Après 1 heure, 2 heures, et finalement, au 15e appel, mon père a répondu et a commencé à s'excuser, mais je n'en pouvais plus. À ce moment-là, ma colère a explosé et j'ai élevé la voix contre lui. Pourquoi ne m'as-tu pas dit à l'avance que tu ne pouvais pas venir? Que faisais-tu pendant tout ce temps? Ai-je demandé. Mon père m'a alors dit froidement, ne te plains pas. Je suis désolé que nous n'ayons pas pu venir. Mais maman et moi avons été retenus au magasin. Nous avions trouvé le cadeau d'anniversaire idéal pour Anna, mais au moment de payer, maman s'est rendue compte qu'elle avait oublié sa carte à la maison et que nous devions revenir la chercher en voiture. Heureusement, le magasin avait gardé notre cadeau et nous avons pu l'acheter. Je pense qu'Anna va vraiment adorer ce que nous avons choisi. Au fait, as-tu acheté quelque chose pour Anna? N'oublie pas que son anniversaire est dans 2 semaines. À ce moment-là, je suis restée sans voix. J'avais voulu célébrer mes réussites et j'espérais approfondir nos liens en partageant des moments privilégiés ensemble, mais pour eux, tout tournait autour d'Anna. Ils avaient passé toute la journée à chercher le cadeau d'anniversaire d'Anna, sans même tenir compte du fait que j'attendais seule au restaurant. Pour eux, s'assurer qu'ils n'avaient rien oublié pour Anna était plus important que de dîner ensemble. J'étais furieux. Mais j'ai essayé de rester calme et j'ai dit à mon père que l'achat d'un cadeau pour Anna pouvait se faire à tout moment, d'autant plus que j'avais planifié cette soirée spécialement pour eux et que j'aurais aimé qu'ils donnent la priorité à mon invitation. Et la réponse de mon père n'a fait qu'empirer les choses. Il a ignoré mon mécontentement et m'a dit, « Nous sommes sur le point de partir. Nous en reparlerons une fois sur place. » Mais je ne voulais pas rester seule plus longtemps. En proie à une colère intense contre mes parents, j'ai réglé l'addition et j'ai quitté la table. Comme il restait encore du temps avant le départ, je me dirigeais vers la chambre que j'avais réservée lorsque mon téléphone sonna. Mes parents avaient appelé plusieurs fois et la boîte vocale était remplie de messages. Nous sommes enfin arrivés au restaurant, mais nous ne te trouvons nulle part, m'ont-ils dit. J'étais blessée et en colère, et tard dans la nuit, je n'avais pas envie de parler à mes parents, alors j'ai ignoré leurs appels. Au lieu de s'excuser, ma mère m'a envoyé des messages dans lesquels elle me reprochait quelque chose. Elle m'a accusé d'être impolie parce que je n'étais pas au restaurant lorsqu'ils sont arrivés. Elle a suggéré que c'était comme si je leur avais fait perdre leur temps. Et ma mère a déclaré avec audace que j'étais trop impatiente pour attendre et qu'elle ne considérait pas mon plan comme important, affirmant que le choix d'un cadeau d'anniversaire pour Anna était plus important et qu'elles avaient donc donné la priorité au shopping. Selon ma mère, leurs actions étaient tout à fait justifiées et si j'étais en colère après avoir lu son message, c'était parce que c'était moi qui avais tort. J'ai été à nouveau profondément blessée. La colère montait en moi. Malgré mes efforts pour rendre ce moment spécial, j'ai reçu le même traitement froid qu'auparavant. Je ne pouvais plus tolérer leurs paroles froides et leur mépris de mes sentiments. En essayant de rendre ce moment spécial, je me suis sentie plus isolée que jamais. Quels que soient mes efforts, Anna était toujours la priorité et je n'étais qu'un pis-aller. Je n'ai pas répondu et j'ai refusé tout autre contact de sa part. J'avais acheté les billets pour le voyage à Hawaï après avoir constaté un changement dans l'attitude de mes parents à la suite de la mort de mon grand-père. Je pensais qu'ils avaient enfin commencé à me considérer comme leur enfant et comme une personne. Mais je me suis rendu compte que je me trompais. Aujourd'hui, je me sens soulagée de l'avoir reconnu. Désormais, je ne ferai plus aucun effort pour attirer l'attention de mes parents. À eu téléphone, j'ai l'intention de les rejeter tous les deux. Anna m'a appelé tout de suite et je lui ai tout expliqué. Elle m'a dit qu'elle ne pensait pas que tout était de la faute de nos parents,
Que j'aurais dû les attendre un peu plus longtemps et que j'aurais dû être plus patiente. Elle m'a dit que nos parents étaient très déçus de moi et qu'ils s'étaient plaints de mes actions et l'avaient contacté. Anna m'a demandé si je pouvais m'excuser auprès de nos parents en participant à sa fête d'anniversaire, mais j'ai décliné l'invitation et j'ai demandé à rester seule un moment. Elle m'a dit calmement qu'elle comprenait. Cependant, elle a continué à se disputer avec moi, mais je lui ai dit fermement que les problèmes avec ses parents ne la concernaient pas et qu'elle ne pourrait jamais vraiment comprendre ce que je ressens. J'ai envisagé d'annuler le voyage à Hawaï, mais c'était aujourd'hui le premier jour du voyage. Comme j'avais payé beaucoup d'argent pour le billet, j'ai pensé que ce serait du gâchis de ne pas l'utiliser. Et j'ai donc décidé d'inviter ma meilleure amie et ma grand-mère à la place. Ma meilleure amie a réussi à réorganiser son emploi du temps et est arrivée à Hawaï avec un jour de retard. Le temps que nous avons passé toutes les trois ensemble a été vraiment merveilleux. Cela m'a fait complètement oublier l'incident avec mes parents. Le voyage s'est avéré être un moment de guérison pour nous tous. Cependant, après le voyage, lorsque j'ai publié des photos du voyage à Hawaï sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à recevoir des messages de mon père sur Facebook. Et elle m'a reproché d'avoir emmené ma grand-mère et de ne pas avoir invité mes parents, me qualifiant d'égocentrique et d'ingrate. Je pensais que mes parents n'utilisaient pas Facebook et j'avais accidentellement oublié de les bloquer. Et elle était présomptueux de leur part d'attendre une invitation après ce qui s'était passé. Anna m'a également contacté pour me dire à quel point ma mère était triste après que je les ai bloqués, et qu'elle voulait que je suive une thérapie, que je change de comportement et que j'arrête de blâmer mes parents à l'avenir. Après cela, j'ai cessé toute communication avec mes parents et Anna. Honnêtement, le fait de couper les ponts avec eux a rendu ma vie beaucoup plus paisible. J'en suis venue à penser que la famille n'est pas seulement l'endroit où l'on est né, mais aussi l'endroit où l'on choisit d'être. La présence d'amis et d'êtres chers qui me soutiennent m'a été d'un grand secours. J'entretiens toujours de bonnes relations avec ma grand-mère et j'envisage de voyager davantage avec elle à l'avenir.